Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes, chers amis artésiens. Et salut mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est le soulèvement de la jeunesse marocaine, la Gen Z 212, comme on dit, née au début des années 2000, coalisée sur les réseaux sociaux. Une jeunesse qui réclame des moyens pour la santé, l'éducation et la fin de la corruption. En bref, plus de profs, plus d'hôpitaux et moins de stades de foot rutilants. أهم المطالب ديالنا هي الصحة، التعليم، الكرامة والعدالة الاجتماعية. كنطالبوا بالإفراج عن المعتقلين اللي كانوا في المظاهرات السلمية السابقة. كنطالبوا برد التدخل ديال الملك محمد الصافي فقط. S'agit-il de l'émergence d'un automne arabe? Peut-il secouer le royaume chérifien? Les mobilisations de la jeunesse au Maroc ou encore au Népal et à Madagascar annoncent-elles une nouvelle forme de rapport de force politique et sociale sans leader? On en débattra avant de vous retrouver dans la troisième partie de l'émission, Madame Bonisso et Monsieur Mauduit. Et vous ouvrez la semaine des Nobel. Oui, c'est ça. Bah oui, on l'a appris tout à l'heure, le prix Nobel de médecine a été attribué à un trio de chercheurs, de chercheuses, deux qui viennent des États-Unis, un qui vient du Japon. Ils ont travaillé sur la manière dont le corps contrôle le système immunitaire. Je vous raconte une histoire, Elisabeth, avec de l'immunité, bien sûr, un prix Nobel de médecine, évidemment, et une polémique. Il est encore très expressif ce soir, je ne sais pas ce qu'il a. Et vous, Marie? On va à la plage, à la playa, ça vous va pour un lundi. À Benidorm, en Espagne, la mairie a déclaré la guerre aux souvenirs vulgaires. Et vous allez voir qu'il y a du boulot. Très bien, à tout à l'heure. Et pour commencer, place à Yannick Lahens, une grande écrivaine caribéenne dont le nouveau roman Passagère de nuit est sélectionné pour le prix Goncourt. Lahens sort les femmes haïtiennes de l'invisibilité et s'acharne avec autant de rage que de grâce à démonter les clichés réducteurs sur son pays natal. Haïti, un roman ensorcelant, on la retrouve tout de suite. Yannick Lahens, bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sbortouche. Bonsoir. On est heureux de vous recevoir à l'occasion de la parution. Il est paru déjà il y a quelques semaines. Il est même en lice pour le Goncourt. Votre nouveau roman Passagère de nuit, flanqué d'un post-it orange ridicule, aux éditions Sabine Vespizer. Je m'interrogeais, on s'interrogeait tous. Votre langue française est absolument admirable, mais vous avez grandi avec le créole, ou avec le français, ou avec les deux, ou avec un agrégat de langues en Haïti? J'ai grandi avec les deux. C'est ça. Mais comme il y a une discrimination de genre aussi par rapport au créole qui était considéré comme une langue populaire durant mon enfance, donc forcément pas adapté pour les jeunes filles bien de la... Aujourd'hui, le statut du créole a énormément évolué. Changé. Il est aujourd'hui une langue officielle à côté du français. Et je crois que cette langue a irrigué la littérature depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, les jeunes écrivains écrivent indifféremment en français ou en créole. En français ou en créole. Et ça, c'est une belle conquête. Alors, les conquêtes et ce qui reste qu'à conquérir à propos d'Haïti, écoutez, vous avez le profil idéal pour en parler. On vous retrouve juste après celui que vous consacre Gaël Legras. Yannick Lahens, depuis presque 50 ans, vous mettez en lumière la littérature et l'histoire haïtienne. Pour combler nos lacunes en la matière, vous avez le profil idéal. À l'âge de 23 ans, vous consacrez votre mémoire de maîtrise à l'écrivain haïtien Fernand Hibert et à son roman Les Tazards, paru en 1907. En 1998, vous avez déjà publié un essai ainsi qu'un recueil de nouvelles et vous êtes invité au festival Balcon sur l'Atlantique de Rochefort, consacré aux littératures des Caraïbes. La particularité de la littérature haïtienne aujourd'hui, c'est qu'elle se fait à partir de 3 continents et dans 4 langues. Romancière engagée au sein de la société civile avec la fondation Action pour le changement, vous organisez notamment des ateliers audiovisuels avec des jeunes de milieux sociaux différents. Je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose avec les jeunes qui représentent l'avenir et qui donnent une image positive. Et qui leur donne le sentiment aussi qu'ils peuvent être des acteurs. En 2010, après le séisme du 12 janvier qui provoque près de 300 000 morts, vous publiez Faille, témoignage de ce que vous avez vécu avec votre famille et vos voisins, mais aussi réflexion sur l'état du pays. Je me suis demandé, à la faveur de ce tremblement de terre, quelles étaient ces failles qui nous traversaient, en dehors des failles géologiques. Et là, ça m'a fait remonter à l'histoire d'Haïti, au fait que cette pauvreté qui apparaissait avec le séisme avait une histoire. En 2014, vous obtenez le prix Femina avec Bain de Lune, un roman qui se déroule dans le monde rural haïtien du XXe siècle. Aujourd'hui, dans Passagère de nuit, vous narrez la vie au XIXe de 2 femmes inspirées par votre grand-mère et votre arrière-grand-mère.
j'ai voulu porter l'attention sur les femmes racisées et de conditions modestes, mais qui font quand même l'histoire. Avec un constat absolument implacable, même si le roman n'est pas implacable. Il y a des moments de joie, de gaieté, on y reviendra, mais le corps des femmes est un territoire de guerre, et le fut et l'a été de tout temps. Tout à fait. Et c'était intéressant pour moi de montrer, depuis la traite, depuis le passage sur l'océan Atlantique, de l'Afrique jusqu'aux plantations, dans les maisons des maîtres, la femme noire esclave continue à être un objet, donc soumise à des violences terribles, et même après l'indépendance, parce qu'il faut quand même admettre que nous avons fait la 3e révolution des temps modernes, qui a mené plus loin les idéaux des Lumières même, sur le plan de l'égalité, mais il y a eu un continuum. Nous n'avons pas su penser les relations internes. Donc il y a une impensée interne qui fait que nous avons continué quand même une colonisation intérieure quelque part. Et que ce grand pays majoritaire, il est exclu. Et c'est ce qui explique un certain nombre de problèmes que nous avons encore aujourd'hui en 2025. Et vous évoquez ça à travers 2 femmes, 2 ancêtres, Elisabeth et Regina. Juste avant que Benjamin vous pose une question, moi, il y a un truc qui m'a interpellée. Page 56, il y a une formule qui claque. « Ose la joie », c'est ce que dit la grand-mère à la narratrice, lorsqu'elle évoque pourtant la grand-mère en disant « ose la joie », elle évoque sa traversée dans la cale d'un bateau négrier qui est une traversée infernale. Et je me suis dit, dans ce « ose la joie », il y a quelque chose d'une femme insoumise. Et ça me fait penser à l'art de la joie de Goliarda Sapienza. Et je me suis demandé s'il y avait comme ça une sorte de fil que vous tressez entre des insoumises de tout continent et de toutes époques. Tout à fait, parce que celui qui soumet voudrait tuer en vous cette chose qu'il ne peut pas maîtriser, qui est votre joie. Et ce corps des femmes, en fait, quand elles arrivent à la fin de la semaine, le corps a été maltraité, violenté, torturé pendant la semaine sur les plantations. Quand il arrive le moment soit de la cérémonie religieuse, soit juste de la danse, c'est une réappropriation de ce corps. À travers la joie. À travers la joie. Et vous écrivez aussi ces mots. « Mon ciel, tu existes plus fort que le monde entier, plus fort que ces filets sanguinolents sur ma peau, plus fort que tout. » Vous pouvez nous expliquer ce concept de mouchoir ciel? Alors, c'est une image qui m'est venue en écrivant dans des conditions très difficiles. Et, en Haïti, quand une femme de milieu populaire, elle a son mouchoir autour de la tête. Toutes les femmes qui vendent dans les rues, quand on doit lui annoncer une mauvaise nouvelle, on commence par lui dire « serre ton mouchoir très fort ». Et je me suis dit, la force devait résider dans ce morceau de tissu. Et j'en ai fait une sorte de métaphore d'un lieu refuge, où on peut tout poser, les astres, les divinités, en fait, les ancêtres, et puis la joie. Et on peut s'y réfugier comme sur un nuage. Yannick Lérins, on va évoquer avec vous et avec Anna un rapport de l'ONU qui a une semaine, je crois, il date d'une semaine, et qui alerte évidemment sur Haïti aujourd'hui, spirale de violence liée aux gangs. Oui, depuis 2022, 16 000 Haïtiens ont perdu la vie dans les violences armées. Et rien qu'au premier semestre de cette année, 3 000 personnes sont décédées. Malheureusement, pour celles et ceux qui échappent à la mort, d'autres violences les attendent. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Le nombre de viols envers les femmes a explosé. La prostitution forcée aussi. Et plus inquiétant encore, les violences sexuelles touchent aujourd'hui aussi les enfants. Elles ont bondi de plus 1000% en 2024, selon l'UNICEF. Le porte-parole de l'agence de l'ONU parle d'ailleurs d'horreurs inimaginables faites aux enfants et de corps transformés en champs de bataille. Alors la semaine dernière également, le Conseil de sécurité de l'ONU a acté la création d'une nouvelle mission anti-gang pour tenter d'éradiquer cette violence. Est-ce que vous y croyez, vous? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, dès la formation d'Haïti, je pense que comme toutes les révolutions, elles sont imparfaites. Que ce soit la Révolution américaine, 1776, l'esclavage a continué, la Révolution française, les droits de l'homme, mais pas les droits de la femme, la colonisation a continué. Même quand nous avons fait avancer les idéaux des Lumières, il y a cette pensée interne. Et le fait que les élites ont essayé de reprendre le modèle colonial, avec de nouvelles plantations, et la majorité de la population a refusé ce modèle. Donc il y a un déficit de construction du commun.
Et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Ah ben, à propos de payer, il y a quand même autre chose. La double dette. Tout à fait. Parce que Haïti, première république noire au monde en 1804, mais la France en 1825, je crois que c'est Charles X, impose une dette, l'équivalent de 560 milliards de dollars, c'est ce que des Américains ont évalué il y a 3 ans. Et Haïti a payé jusqu'en 1947 et même a emprunté pour pouvoir payer cette dette. Et d'aucuns disent, cette dette a obéré le futur économique, donc social, donc le futur tout court d'Haïti. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Et il faudrait une réparation, oui, et j'ai d'ailleurs signé une tribune dans le journal Le Monde demandant restitution et réparation. Pour le principe, évidemment. Je crois qu'en ce sens, Haïti est emblématique puisque c'est vraiment le premier pays des relations Nord-Sud. Haïti va connaître avant tous les pays du Sud tout en quoi consistent et en quoi reposent ces relations Nord-Sud. Et la dette est symbolique en ce sens, emblématique. Voilà. Yannick Lens, malgré les violences endémiques, la violence endémique, vous avez décidé d'y rester à Haïti. Comment on vit là-bas? On vit la peur au ventre? Alors j'ai la chance, c'est pour ça que je ne me plains pas trop, d'être dans un quartier encore préservé. Mais c'est vrai, quand on réfléchit, on vit la peur au ventre. On n'ose pas aller plus loin qu'un périmètre, une circonférence donnée. On peut avoir des raretés de médicaments pour des gens qui souffrent de maladies chroniques. L'école, quand les enfants peuvent encore aller à l'école, souvent ne peuvent pas le faire tous les jours. Donc, pour ceux qui ont accès à l'Internet à distance, c'est très difficile. Il y a aussi le fait que Port-au-Prince, c'est le monstre qui dévore le reste du pays. Ça a commencé sur Port-au-Prince. Donc il y a toute une partie quand même du milieu rural, enfin, de certaines régions qui est encore préservée. Et là, on a sur quoi on peut peut-être se reposer pour une reconstruction à l'avenir. Mais c'est très difficile. Et pour rebondir sur sa question, je crois que les gens, les puissances alentours ont mis du temps à réaliser que le problème n'était pas haïtien, mais régional. Haïti, de par sa position géographique, représente un point de passage idéal. Et comme c'est le pays dont les institutions sont les plus faibles, toute la mafia régionale passe par là. La Colombie, le Venezuela, la Jamaïque, sans compter les trafiquants d'armes américains. Donc ça fait l'affaire de beaucoup de gens. Je me suis trompée quand j'ai parlé de la dette. C'est pas en milliards, c'est en millions. C'est l'équivalent de 560 millions, ce qui est déjà dollars ou euros, ce qui est déjà colossal pour Haïti, la dette qui a 2 siècles. Mais vous dites, rester en Haïti, c'est un pari fou sur la beauté, et je ne m'exilerai pas. Oui, parce que à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes, parce que nous en avons eu pas mal. La dernière en 2010. Exactement, on est sur une ligne de faille, on est sur la route des cyclones, donc les catastrophes, on a cette sorte de familiarité du pire, et en même temps, je pense que nous réagissons par la création artistique. Que ce soit de la musique, aujourd'hui il y a des ateliers de musique classique dans des endroits les plus reculés, et c'est l'oxygène qui permet de tenir, mais on ne peut pas se dire qu'on va simplement tenir. Je crois que ce sont les choix politiques qui permettront d'aller plus loin. Cet oxygène nous permet de tenir. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui font du théâtre, de la poésie, de la littérature. C'est l'oxygène. Voilà. Des gens comme vous. Voilà. Merci Yannick Lens. Merci Passagère de nuit chez Sabine Vespizer. Et demain, nous suivrons la liste du Goncourt. Merci encore d'être venu dans 28 minutes. Et on va passer à notre débat sur, on parlait de la jeunesse haïtienne, une autre jeunesse, des jeunesses du monde qui se mobilisent en réseau. Après le Népal, eh bien, la Gen Z marocaine, génération née entre 1997 et 2012, réclame depuis 10 jours plus de moyens affectés à l'éducation, à la santé et la fin d'une corruption qu'elle juge absolument systémique. Veulent-ils plus de considération ou veulent-ils renverser la table? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. 10 jours maintenant qu'ils descendent dans la rue à Tanger, Agadir, Casablanca ou encore Rabat. Ces jeunes Marocains réclament un meilleur avenir. Moins de chômage, moins de corruption de leurs élites et plus de moyens pour les services publics du quotidien. Ces revendications sont au cœur de la mobilisation née sur les réseaux sociaux à l'appel d'un collectif apolitique Gen Z 212. Comprenez, Génération 212, l'indicatif du Maroc.
Peu importe qu'il s'agisse de la génération Z, X ou Y, moi je me présente ici en tant que jeune homme dans ce pays. Et je ne parle pas de revendications, c'est honteux de les appeler ainsi. Ce sont juste des droits et des droits basiques comme l'éducation et la santé. La mobilisation a vu le jour à la mi-septembre à Agadir, après le décès en quelques jours de 8 femmes enceintes admises pour des césariennes à l'hôpital public. Le mouvement, qui a gagné aujourd'hui des villes dans tout le royaume, se veut pacifique, mais des affrontements se sont produits avec les forces de l'ordre. Plusieurs centaines de manifestants ont été arrêtés, 3 personnes ont été tuées par des gendarmes lors de heurts près d'Agadir. Certaines actions de protestation ont dangereusement dégénéré en violence affectant l'ordre et la sécurité. Les manifestants continuent de dénoncer un Maroc à 2 vitesses, celui qui construit des stades pour la Coupe du Monde de football de 2030 et celui qui délaisse l'hôpital et l'école publique. On n'en a rien à faire des stades. Dans ma commune, à côté de Taroudante, il n'y a pas d'hôpital, pas de pharmacie. J'en appelle à Sa Majesté le Roi. Vous êtes responsable de votre peuple. Silencieux jusqu'ici, le roi du Maroc doit s'exprimer vendredi lors de l'ouverture de la saison parlementaire. Alors Mohamed VI parviendra-t-il à calmer la colère du royaume, comme il l'avait fait en 2011, en plein printemps arabe? Ou la Gen Z 212 peut-elle provoquer un automne arabe au Maroc? Nos 3 invités pour ce débat, Hamza Bensouda, bonsoir. Vous êtes politiste et spécialiste de l'Afrique du Nord. Selon vous, il y a un Maroc à 2 vitesses. Celui où tout est beau, tout est serein, ou serait serein et beau. Le Maroc touristique. Et puis il y a le Maroc réel, où les habitants, notamment les jeunes, considèrent qu'ils n'arrivent plus à se faire soigner. À côté de vous, Fadwa Isla, vous êtes grand reporter au magazine Jeune Afrique, spécialiste du Maroc. Selon vous, avec ce mouvement, les jeunes osent exprimer un ras-le-bol général par rapport aux leaders politiques traditionnels qui ne les représentent plus. Quant au roi Mohamed VI, il reste l'arbitre ultime pour résoudre cette crise. Et à côté de vous, Fabrice Epelboin, bonsoir, enseignant et entrepreneur spécialiste du numérique. Vous avez joué un rôle actif dans la cyber-résistance au moment des printemps arabes en 2011, on y reviendra peut-être. Selon vous, la plateforme numérique Discord, qui a permis de regrouper les revendications de cette Gen Z 212, cette Gen Z marocaine, garantit l'anonymat. Problème, elle reste extrêmement facile à infiltrer. Et on démarre le débat, Benjamin, avec justement la plateforme du jour, c'est la fameuse Discord. Discord, un réseau social créé en 2015, initialement pour faire dialoguer des joueurs de jeux vidéo, mais son utilisation s'est élargie avec le temps. Aujourd'hui, Discord cumule environ 600 millions d'utilisateurs et permet de créer des groupes de discussion. Et c'est notamment celui qui est à l'origine du mouvement Gen Z 212. Le principal de ces groupes est suivi par 250 000 membres. Hamza Bensouda, vous en êtes de ce groupe principal sur Discord. Quel en est l'état d'esprit? C'est un groupe qui a commencé avec, on va dire, relativement 10 000 personnes. On commence déjà avec un grand nombre de personnes et qui a évolué avec le temps. Alors attention, toutes les personnes sur Discord sont bien au courant que l'adhésion à ce groupe est très simple. Donc finalement, on a une infiltration qui a commencé très tôt. Et ce qui le montre aussi, c'est l'exemple de Darb Khelef, Darb Sultan, des quartiers à Casablanca qui devaient être théâtre de ces revendications et qui ont en fait été quadrillés par la police très rapidement. Parce que très rapidement, la police a infiltré ou les renseignements Pour les personnes sur Discord, c'est assez clair, mais ça n'empêche pas de s'exprimer de cette façon puisque le mouvement est serein, il est pacifique. Le but n'est pas d'avoir des violences policières ou d'avoir des violences générales dans la population. Donc en réalité, tout ce qui était dit, tout ce qui est dit, est bien sûr réfléchi 2-3 fois avant de le faire écrire sur cette plateforme. Mais ça reste une plateforme où il y a beaucoup de liberté aussi par rapport à ça, oui. Parce que, Fabrice Epelboin, la force et la faiblesse, c'est l'anonymat de ces réseaux. C'est une contrainte volontaire. L'anonymat, alors soyons clairs, c'est du pseudonymat. Les Américains derrière de Discord et vraisemblablement des renseignements américains... C'est une plateforme générée par des Américains. Hein, c'est une plateforme américaine hébergée aux États-Unis, protégée par les États-Unis. Les Américains savent très bien qui utilise cette plateforme, mais les autorités marocaines, eux, n'ont accès qu'à des pseudonymes qui fait office d'anonymat. C'est effectivement très facile à infiltrer, n'importe qui, vous, moi, pouvons infiltrer tout ça et regarder ce qui s'y dit. C'est pensé pour ça. Et c'est un mouvement qui a appris des précédents mouvements, que ce soit celui de 2016 ou du printemps arabe, et qui, du coup, ne veut absolument pas exposer d'identité. Parce que la moindre identité qui s'exposerait là-dedans, ça donnerait lieu à des répressions. Donc tout le monde
des sous-pseudonymes, il n'y a pas de leadership, hein, il y a une horizontalité totale, ce qui était des modalités d'action qu'on avait commencé à voir émerger durant le printemps arabe avec Anonymous, mais qui là sont beaucoup plus structurées, beaucoup plus réfléchies, et qui permettent effectivement d'échapper à toute forme de répression et d'accueillir l'infiltration sans problème. Vous pouvez essayer d'infiltrer une plateforme avec 250 000 personnes, vous n'aurez pas beaucoup d'impact. Fadwa Islah, mais justement, on ne parle pas de leadership. Est-ce qu'il y a quand même des gens, des noms qui sont en train de monter ou pas du tout? Non, pas du tout. Une volonté de ne pas C'est une avoir volonté de rester dans l'anonymat et de ne pas avoir de leader. Ça ressemble à une sorte d'agora, en fait, ou de parlement parallèle, où on parle de toutes sortes de sujets et avec une liberté de ton qu'on ne pourrait pas retrouver par ailleurs. C'est très surprenant de voir le niveau des discussions. On voit que c'est une jeunesse qui est formée, qui est structurée intellectuellement. Alors, il peut y avoir des maladresses, mais globalement, c'est assez impressionnant. Et on dit que les jeunes au Maroc ne s'intéressent pas à la politique. Les discussions sur Discord prouvent le contraire, et tout le contraire. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna le fait que utiliser donc cette plateforme dont vous dites qu'elle est générée et qu'elle appartient à un groupe américain n'est pas comme outil de contestation populaire, n'est pas une première. Eh bien non. Ça existe depuis plusieurs semaines dans d'autres lieux du monde. Oui, exactement. À plus de 8000 km du Maroc au Népal, ils ont vécu une situation similaire. Début septembre, le gouvernement avait décidé d'interdire certaines plateformes numériques comme Facebook et YouTube notamment, ce qui a provoqué la colère de la génération Z. Près de 200 000 jeunes se sont donc retrouvés sur Discord pour planifier des manifestations. Elles ont au final duré une semaine, se sont soldées par 72 morts et près de 2000 blessés. Le gouvernement a fini par tomber. Et c'est aussi sur cette même plateforme Discord que la Gen Z a désigné, grâce à un vote en ligne, une première ministre par intérim. Elle s'appelle Sushila Karki, c'est l'ancienne présidente de la Cour suprême. Et c'est une petite révolution puisqu'elle a quand même été nommée officiellement le 16 septembre sans être jamais passée par les urnes. Elle a d'ailleurs promis, je la cite, de travailler en accord avec la pensée de la génération Z. Scénario assez similaire au Sri Lanka, en Indonésie, au Bangladesh, au Pérou, mais aussi à Madagascar, qui a été secoué par de violentes manifestations depuis le 25 septembre. Les jeunes malgaches ont pris exemple sur les Népalais, ont décidé eux aussi de manifester leur ras-le-bol dans les rues. Le gouvernement a été limogé, mais ce n'est pas suffisant. Ils réclament le départ du président. Et donc, on le voit dans tous ces pays, les revendications sont assez différentes, mais ce qui est commun à ces soulèvements, au-delà du fait d'utiliser l'application Discord, c'est la volonté d'en finir avec les élites et une forme de politique à l'ancienne. Fabrice Epelmoin, est-ce que renverser des régimes grâce aux réseaux sociaux, c'est une nouvelle forme de coup d'État 2.0 selon vous? Est-ce qu'il n'y a pas des dérives? Un coup d'État, en général, c'est fomenté sous la forme d'un complot par un petit groupe, la plupart du temps issu des militaires. Là, on n'est pas du tout sur un coup d'État. C'est ce que dit le président malgache. On est plutôt sur quelque chose qui s'apparente à une révolution, avec un grand classique de la révolution, comme disait Orwell, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes qui font la révolution et qui prennent le pouvoir après. Là, il n'y a aucune chance que ce soit eux qui prennent le pouvoir, vu que, par définition, il n'y a personne d'identifiable dans le groupe. Donc, au moins, c'est clair. On a un processus révolutionnaire en 2 temps, la révolution et ensuite la reprise en main du pouvoir par des acteurs qui seront nécessairement différents. Ça change des précédentes, où typiquement, lors du printemps arabe, il y avait eu un espoir déçu de reprise en main par les initiateurs de la révolution de la Tunisie, puis de l'Égypte et de tout ce qui a suivi. Là, c'est clair que c'est un mouvement qui ne fait que s'opposer, qui n'a pas d'autre possibilité technique que de s'opposer. Il n'y a pas d'interaction possible, hein, vu qu'il n'y a pas de représentativité, il n'y a pas d'interlocuteur avec lequel dialoguer. C'est quelque chose qui est l'aboutissement d'un processus. Les Gilets jaunes, c'était les mêmes modalités. Simplement, les Gilets jaunes, il y a des personnalités qui sont émergées, qui se sont laissées séduire par les projecteurs et qui se sont brûlés les ailes à ce jeu. Hamza Bensouda, l'idée de voter, l'idée de mettre un bulletin de vote dans une urne, c'est quelque chose qui mobilise cette Gen Z ou plus du tout, où tout le rapport à la politique traditionnelle a disparu dans leur esprit et dans votre esprit? En réalité, ce qui est intéressant en fait, de voir au niveau de ce que vous avez dit, c'est que déjà, il y a une intersocialité. L'idée que finalement, les sociétés entre elles se connectent avec un répertoire d'actions que vous avez cité, qui est celui du numérique, d'une part. D'autre part, en fait, l'idée d'aller dans la rue est une idée qui n'est pas nouvelle pour les militants marocains qui sont là depuis longtemps. On peut parler des exemples des femmes dans les prisons marocaines, sous Hassan II. Ce qui est par contre intéressant, c'est que toutes les tranches
on va dire, de tous les secteurs sont tous dans la rue. Et ce qui est intéressant encore plus, c'est de voir que la plupart ne cherchent pas à s'exprimer, ils essayent d'éviter parfois. Il y a l'idée de rester anonyme, donc on a beaucoup de demandes aux photojournalistes, d'ailleurs, de ne pas prendre en photo ou de blur en fait les visages, ça fait partie de ça. Et donc, pour revenir à la question du vote, etc., ça posera éventuellement la question sur le temps long. Là, pour l'instant, la question, c'est de se faire entendre, et c'est le but ultime de ce Discord, puisque c'est la parole qui est libre de plusieurs personnes. Et je tiens juste à mettre un point... Liberté d'expression. Exactement. Et sur un point important aussi, c'est le langage aussi, parce que je suis très attaché à ça. On a dans la rue à la fois de l'arabe, comme vous l'avez, donc de la Delija aussi, mais aussi de l'amazir, qui fait partie de ces revendications. Donc les Bavards font partie de ces revendications, parce qu'on a en fait la ruralité qui se mêle à l'urbanité. Et tout ça est très important, et c'est pour ça que ce mouvement est finalement multidimensionnel et dans plusieurs villes, à la fois dans le sud d'Agadir, d'où je viens, ou très bien à Tétouan, tout au bout du nord du Maroc. Il y a aussi un imaginaire collectif qui est utilisé, c'est celui du manga. Alors, on retrouve par exemple le drapeau One Piece et dans d'autres manifestations. Tout ça, c'est un code, mais qui est virtuel, mais qui se retrouve aussi dans la rue. Là, en l'occurrence, il y a une communauté numérique, mais il y a aussi des manifestations. Donc on voit que les deux sont quand même très liés. Les deux sont très liés, mais ce que je retiens, moi, plus que tout, vous avez évoqué tout à l'heure les questions au Népal, l'idée de renverser potentiellement. Là, la requête qui revient de manière très forte, c'est la demande de démission du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Pourquoi ? D'ailleurs, il y a eu un communiqué de cette Gen Z 212 il y a 2-3 jours qui évoque, parmi ses toutes premières revendications, la nécessité d'une démission du chef du gouvernement. Et la dissolution des partis politiques. Et de la dissolution des partis C'est un parti politique. Donc ça rejoint votre question sur le vote. C'est-à-dire qu'il y a en fait un désaveu total et un défi, une défiance par rapport à la classe politique classique. Et donc à partir de là, il y a quelque chose à réinventer totalement. Alors vous parliez du Premier ministre Aziz Akhnouch, eh bien, il a attendu quelques jours avant de réagir. Il a fini par le faire par communiqué, puis dans une allocution officielle le 2 octobre. وتجدد مرة أخرى التأكيد أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة. Oui, Fabrice Epelloin, on entend parler de dialogue. En même temps, voilà, ce qu'il dit, c'est « moi, je veux bien dialoguer, mais avec qui ?» Il joue un peu aussi sur cette ambiguïté du numérique, du virtuel, non ? Alors, je ne prononcerai pas sur le fait est-ce qu'il joue à l'idiot ou pas, mais très clairement, il est face à une typologie de mouvement avec lequel il ne peut pas y avoir de dialogue. On se souvient tous, dans les premiers temps des Gilets jaunes, de Édouard Philippe qui avait alpagué un inconnu parmi la foule qui s'était retrouvé dans une réunion... Qui était Premier ministre à l'époque. Qui était Premier ministre, qui s'était retrouvé dans une réunion à Matignon et qui, totalement dépassé par les événements, avait sorti son téléphone pour faire un live Facebook parce que, ne se sentant pas en mesure de représenter quoi que ce soit, on est face au même... On ne peut pas échanger avec un tel mouvement. Il peut éventuellement s'adresser à vous, mais il n'y a pas de canal retour. Et donc, il n'y a pas d'autre issue que sa démission. Alors, à propos donc, de l'impossibilité de dialoguer entre le Premier ministre Aziz Akhnouch et les jeunes de la Gen Z, vous n'êtes pas d'accord sur le concept? C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est qu'il a déjà fait un grand oral le 10 septembre où il a préparé les questions en avance et a annoncé à tout le monde qu'il avait créé 600 000 emplois, ce qui a un peu commencé aussi cette contestation. Et Aziz Akhnouch, il faut aussi souligner qu'il est le maire de la ville d'Agadir, qui est d'où est partie cette contestation par rapport aux femmes qui sont mortes en fait, à l'hôpital Hassan Thani. 8 femmes, c'est ça. 8 femmes, exactement. Donc en fait, il fait semblant de ne pas savoir comment communiquer avec cette population, ne propose pas, et rappelons que dans le cadre de la Constitution marocaine, ils ont leur droit de protester, article 29 de la Constitution, et parallèlement à ça, c'est à lui de trouver des solutions. C'est lui qui a été élu, vous parlez d'élection, il est élu par le peuple pour trouver des solutions. Il est censé faire le tampon. Donc le fait qu'il ne le fasse pas, c'est aussi un point. Et juste avant de peut-être laisser la parole, rapidement, on a connu pendant très longtemps les années de plomb au Maroc. C'est des années... Exactement. Et c'est des années qui ont été marquées par aussi les militantes et les militants. Et lui, ce qu'il est en train de faire, c'est un silence de plomb. C'est-à-dire qu'il ne répond pas.
il a la possibilité de répondre, il ne répond pas. Et bien sûr, comme d'habitude, sur un mouvement social comme celui-ci, le détenteur de la parole et de la réponse à tout ça va être forcément le roi. On va y revenir tout à l'heure, mais Fadwa Isla, le problème aussi avec le Premier ministre, c'est qu'il incarne une forme d'oligarchie, il est milliardaire, et par rapport à la lutte contre la corruption et le sentiment qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux et qu'il y a trop d'argent consacré à des stades invraisemblables et à quelque chose dont ne bénéficient pas les Marocains, il pose problème? Ça ne passe pas. Il est perçu, il n'est absolument pas crédible aux yeux de la population. Alors, Hamza a évoqué une prise de parole le 10 septembre qui, à mon sens, a jeté de l'huile sur le feu parce qu'il a quand même été jusqu'à dire que les Marocains vont très bien, alors qu'il y a quand même 36% de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans. Absolument. Oui. Et donc, dire que tout le monde va très bien au Maroc et évoquer les sinistrés du séisme du Haouz en disant que la situation est sous contrôle, il y a aussi... il y a un moment, le déni et l'autocongratulation, ça passe pas. En tout cas, pas à une période où les réseaux sociaux diffusent les choses très rapidement. Permettent de s'informer. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un certain nombre de soupçons de conflits d'intérêts qui pèsent sur la tête du chef du gouvernement. Non seulement parce qu'il a la tête de sociétés pétrolières et de holding très importantes et donc des marchés sur lesquels il y aurait des choses à... Il s'est enrichi ces dernières années en étant au pouvoir, dit-on là-bas. En tout cas, il y a des choses à clarifier et régulièrement, ça revient sur la table. Donc, et les Marocains ne sont pas dupes sur ça. Et là, discuter avec lui, c'est une impossibilité. Ensuite, à chaque fois qu'il a pris la parole, il l'a fait de manière laconique, qui donne une impression d'être complètement déconnecté, d'être méprisant et hors sol par rapport à la réalité du Marocain moyen. Et une dernière chose, 1,250 milliard doivent être consacrés à la construction de plusieurs stades dans le cadre de la Coupe du Monde. Et ça ne passe pas? Ça ne passe absolument pas parce qu'en fait, tout simplement, et je vais reprendre vraiment les mots de mes concitoyens et concitoyennes, l'idée était très simple, c'est on a El Maghreb, donc le Maroc, et on a Morocco. Et en fait, les deux images sont renvoyées dos à dos. L'idée de ce que les Marocains vivent, et vous prenez l'exemple de l'hôpital Hassan II, je vous donne un autre exemple qui est l'hôpital de Taza, où on avait vu le directeur de l'hôpital avait volé même une partie de l'équipement. Donc il y a le Maghreb et il y a le Morocco, ce qu'on vend, c'est-à-dire c'est différent. Et en fait, ce qui est dommage, c'est en fait, en pensant, jouant sur la fibre footballistique du Maroc, et ça se retourne complètement contre tout ça. Si je peux me permettre sur ce point du foot, à mon sens, ce qui choque fondamentalement, ça n'est pas tant qu'on organise une Coupe du Monde, parce que ça, c'est un pays qui est vraiment mordu de foot. Et c'est une fierté immense. En revanche, c'est cette contradiction entre une capacité à sortir de terre, à ériger des stades gigantesques. Mais par contre, il n'y a pas d'hôpital à Taroudante, comme on l'a vu exprimé par une jeune manifestante. Et quand il y a un hôpital, il fonctionne au ralenti. Pas où il faut payer. Alors, vous allez réagir, mais on va vous soumettre une archive qui remonte à 2011, au moment justement des printemps arabes dont parlait Fabrice Epelboin tout à l'heure. Le Maroc avait connu un mouvement de protestation, vous l'avez rappelé, le mouvement du 20 février. Et le roi Mohamed VI avait promis un paquet de réformes. Regardez. Opération distribution de tracts dans un quartier populaire de Rabat. Nizar et ses amis sont tous membres du mouvement du 20 février. Créé sur Facebook, il est à l'origine des manifestations populaires du mois dernier. Depuis, le roi Mohamed VI a promis des réformes et une révision de la Constitution. Mais pour les jeunes, cela ne suffit pas. Ils appellent de nouveau à manifester dimanche. Il parle de réforme de la Constitution et non de changement de la Constitution. Et ça, c'est un point problématique quand on sait que la Constitution actuelle n'est pas démocratique. Il y a d'autres volets que le discours du roi n'a pas évoqué, à savoir surtout le volet socio-économique. En plus de la dissolution du Parlement et du gouvernement, ces jeunes réclament par exemple l'éducation et la santé gratuite pour tous, une distribution équitable des richesses ou encore une véritable liberté d'expression. Fabrice Epelboin, à l'époque, Mohamed VI donc avait éteint ce mouvement en quelque sorte. Là, tous les regards se tournent vers lui. Et en même temps, à l'époque, voilà, c'était parti de Facebook. Là, c'est sur un autre réseau social. Est-ce que ça ne peut pas avoir le même effet? C'est-à-dire que tout ça soit très éphémère? Ça pourrait tout à fait être très éphémère. Après, ce n'est pas parce que ça va s'arrêter dans 15 jours sur une déclaration du roi que ça ne va pas reprendre 6 mois plus tard. Et surtout que ça ne va pas se propager à d'autres pays. C'est vendredi, l'intervention du roi. L'Algérie est aujourd'hui un peu sous verrou sécuritaire. En Tunisie, il se pose des questions. Et vous n'avez pas manqué les déclarations d'Emmanuel Macron qui semble terrifié de la liberté d'expression des citoyens français sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas un hasard. Pourquoi il a peur d'une Gen Z 33, vous pensez? Il y a un très fort risque. 33
33, c'est l'indicatif téléphonique et 212, c'est celui du Maroc. Il y a non seulement un très fort risque de GNZ33, mais d'une façon générale, le fait que les dirigeants aient divorcé de leur population, ce qui est valable tout aussi bien au Maroc qu'en France, la différence c'est que nous, on n'a pas de roi, fait que, effectivement, la contestation aujourd'hui est sur les réseaux sociaux. Elle n'est plus dans les corps intermédiaires tels que les syndicats, les partis politiques. Les médias ne sont pas du bon côté, et donc les réseaux sociaux servent de corps de résonance à toute forme de contestation vis-à-vis du pouvoir. Fadwa Islah, en même temps, le roi est épargné par ce mouvement pour l'instant. Vu d'ici, on s'en étonne. Certes, il est le commandant des croyants, mais tout de même, il a une fortune personnelle estimée à des milliards d'euros. Tout cela, c'est un tabou ou ça émerge? Non, alors il y a un élément à avoir en tête, c'est qu'ils ont le sentiment qu'ils partagent leurs préoccupations. Et ça, c'est d'abord lié au fait qu'il y a eu plusieurs discours, dont le dernier date du mois de juillet, où ils soulignaient la nécessité d'en finir avec le Maroc à plusieurs vitesses, où cette question des inégalités territoriales et sociales était rappelée, où il a rappelé aussi la question des élections législatives qui arrivent et de nécessité de réformer la loi électorale pour que ce soit le plus transparent possible. Donc, quelque part, ils ont le sentiment d'être déjà sur la même ligne que lui. Et contrairement à ce qui pouvait se passer pendant le printemps arabe, où la rue sortait pour réclamer, on va dire, une monarchie parlementaire, une réforme du régime, aujourd'hui, on n'est absolument pas là-dedans. Rapidement, Hamza Bensouda, vous pensez que le roi peut vraiment mettre fin à ce mouvement en satisfaisant les revendications? Il l'a déjà fait à plusieurs reprises et il n'a aucune... il y a une très forte possibilité qu'il y arrive, sans aucun doute. Oui. Eh bien, écoutez, merci. Ce sera la conclusion de ce débat. Merci infiniment de nous avoir éclairés sur ce mouvement Gen Z 212 et sur ceux qui ont eu lieu au Népal et dans d'autres régions du monde. Merci encore. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. La semaine des prix Nobel a démarré avec le prix Nobel de médecine attribué à un trio de chercheurs Brokov, Ramsdell et Sakaguchi. Et en Espagne, une station balnéaire s'attaque aux vitrines obscènes du centre-ville. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Amazonie. Des scientifiques ont fait une découverte assez incroyable. Les émissions mondiales de CO2, de gaz à effet de serre, dopent la croissance des arbres qui poussent plus haut et plus large. Mais après, la déforestation, évidemment, intervient. C'est entendu. Cette année, l'Amazonie a été durement touchée. L'Amazonie est essentielle. Au cœur de l'Amazonie. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Amazonie, du grec Amazon, une guerrière légendaire de Scythie, désigne une immense région d'Amérique du Sud qui recèle la plus grande forêt tropicale au monde. Une étude publiée dans Nature le 25 septembre montre que les grands arbres d'Amazonie s'adaptent mieux que prévu aux effets du chaos climatique. Une bonne nouvelle. Une centaine de chercheurs de plus de 60 universités ont étudié la croissance des arbres de 188 parcelles de forêt amazonienne sur plus de 30 ans et constaté que la surface des troncs au niveau du sol avait augmenté de 3,3% par tranche de 10 ans. Malgré les assauts du dérèglement climatique, l'Amazonie fait preuve de résilience. Surnommée poumon de la planète pour ses facultés à gober le CO2 et expirer de l'oxygène, soit le contraire d'un poumon en réalité, la forêt tropicale d'Amazonie, dont la déforestation a renié l'équivalent de la surface de l'Espagne en 40 ans, conserve ses capacités à transformer l'excès de CO2 dû au réchauffement en fertilisant naturel. L'Amazonie, au super pouvoir, accueille aussi le tiers des forêts tropicales humides de la planète, le fleuve le plus puissant du monde, 10% de la biodiversité mondiale et de gros fantasmes. En 1925, un explorateur obsédé par une hypothétique cité perdue disparaît en essayant de la découvrir. Une source d'inspiration pour des générations d'auteurs. Amazonie dérive de Rio de las Amazonas, ainsi nommé par un navigateur espagnol du XVIe siècle, dont la flottille est attaquée par d'habiles guerrières qu'il compare à des Amazones. En grec, sans sein, car selon une légende, elle se coupait un sein pour mieux tirer à l'arc. Amazonie et franc-tireuse sont les mamelles du destin.
Un très grand Thibault Nolte. Merci, monsieur Nolte. Rebonsoir, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit, lors de vos chroniques. Alors, vous ouvrez la semaine des prix Nobel. C'est ça. En toute modestie. Nobel de médecine, attribué à 3 chercheurs, Brandtvo, Ramsdell et Sakaguchi, 2 Américains et un Japonais, pour leur recherche sur le système immunitaire. Et vous nous parlez d'un prix Nobel de médecine qui a fait polémique, c'était il y a quoi, 50 ans? Oui, c'est ça. Et question d'immunité aussi, on va le voir. Parce que c'est en octobre 1975, Elisabeth, que le prix de Nobel de physiologie ou médecine, parce que ça c'est le titre officiel, est attribué à David Baltimore. David Baltimore, c'est un chercheur du célèbre MIT, le Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, un nom que personne ne peut prononcer correctement. Il est attribué ce prix Nobel. Duchesse, voilà, 2 autres chercheurs, ce sont un compatriote à lui, Howard Temin, et un Italien, Renato Dulbecco, parce que cette bande de petits potes a pu travailler sur, à l'inverse de ce qui était alors l'idée dominante, l'ADN qui gère tout, non, eux, ils ont travaillé sur l'ARN. Et l'ARN est capable de transmettre des informations. C'est ce qu'ils montrent. Et ça permet de comprendre le fonctionnement des rétrovirus, dont le VIH-Sida, et on sait combien leur recherche est importante dans les années qui suivent. Le fameux ARN messager. Alors, où est la polémique? Alors, la polémique, elle apparaît 10 ans après l'attribution du prix Nobel à David Baltimore. C'est une polémique qui va avoir des conséquences désastreuses, bon, pour lui en tant qu'individu, mais aussi, et sans doute pour la science. Là, on se trouve en 1986, quand paraît un article dans une revue scientifique, Cell. Il est signé de David Baltimore et une de ses collègues, Teresa Imanishi-Kari, une de ses étudiantes, l'accuse d'avoir complètement bidonné les résultats d'une étude. Alors, comprenez, David Baltimore, lui, il n'est pas directement attaqué, sauf qu'il prend la défense de sa collègue. Et dès lors, il est associé à la fraude. Alors, ça aurait pu rester une sorte de querelle entre scientifiques, vous voyez, sauf que ça prend de l'ampleur, et notamment parce que David Baltimore est jalousé. Il a plein d'ennemis. On le considère trop puissant. Et on dit aussi qu'il est hautain. Il parle très mal aux gens. Et donc, ça devient un vrai scandale. Ah oui, un vrai scandale. La presse s'en empare. Mais imaginez les gros titres. Prix Nobel de médecine, fraudeur. Vous avez le gouverneur du Michigan, John Dingell, qui, c'est un démocrate, décide de se faire justicier. On va éclaircir tout ça. Audition publique au Congrès. Et pendant ces auditions, il y en a plusieurs. David Baltimore est chahuté. C'est terrible, c'est la fin de sa carrière. Il est obligé de démissionner de la présidence de la Rockefeller University à New York. Pendant 10 ans, il se défend. Mais au bout de 10 ans, ça apparaît, lui et sa collègue sont complètement innocents. Les preuves sont là, des preuves à l'appui. Oui. Donc, vous voyez, il a traversé ces 10 années qui ont été terribles. Vous dire d'ailleurs que David Baltimore est décédé il y a à peine quelques semaines, là, au début du mois de septembre. Mais cette affaire reste symptomatique, comme quoi les débats scientifiques doivent être immunisés de l'emballement médiatique et de l'intervention politique. Et vous aussi, vous devez être immunisée, chère Anna. Alors, ça va? Oui, tout ira bien. Chère Marie, changement de ton. À Benidorm, paraît-il. Benidorm, c'est en Espagne. C'est une station balnéaire qui part en guerre contre les souvenirs sexistes et les vitrines des boutons. Oui, Elisabeth, les temps changent. Même au soleil, ça change, ça évolue. Peut-être que vous avez remarqué qu'en 2025, désormais, on fait un petit peu moins de blagues sur l'orientation sexuelle des gens ou sur leur poids ou sur leur sein, tout simplement. Ça a un petit peu vieilli, ce genre d'humour. Sauf dans un quartier qui résiste encore et toujours au bon goût, c'est Guiry, le centre-ville de Benidorm, où se balade l'essentiel des 3 millions de touristes annuels venus profiter des 3000 heures d'ensoleillement annuel de Benidorm. Guiry, donc, ce centre où les vitrines de marchands de souvenirs de bazar débordent littéralement de t-shirts, de mugs, de décapsuleurs, de petits magnettes à coller au frigo, avec des messages très très fins, de très bonnes blagues comme « Si tu es riche, je suis célibataire ». Voilà, tout ça. Ou alors, je pense qu'elle est lesbienne, avec une flèche vers la droite, vers votre voisine. Ou alors encore, tout simplement, viens profiter de mon pénis. Voilà, kitsch ou malaisant. Je vous ai donné des exemples. La mairie qui est aux mains du Parti populaire, la droite, donc espagnole, a choisi son camp. Elle demande désormais aux commerçants de faire le ménage. Assez de vulgarité dans ces vitrines sous peine d'amende. Alors c'est nouveau. On va voir si ça fonctionne. On va voir si l'ordre moral s'abat sur la côte des plaisirs. Il n'empêche que pour les Espagnols et pour les touristes qui connaissent bien Benidorm, c'est assez symbolique
de voir cette ville ainsi offensée, puisque ça tranche beaucoup avec son passé. On est quand même dans la première ville d'Espagne qui a autorisé le port du bikini. Contexte, dans les années 50, Benidorm a inventé le tourisme de masse pas cher. C'est son maire, qui s'appelle Pedro Zaragoza, qui est un grand copain de Franco. Lui, il avait compris avant tout le monde qu'il y avait un coup à jouer avec tous ces Français, ces Britanniques, classe moyenne, hein, personne ne roule sur l'or, mais tout le monde avait envie de profiter de ces congés payés. Alors il va littéralement transformer son petit village de 3000 pêcheurs exposé plein sud en un mur, un gigantesque mur de gratte-ciel hôtelier face à la Méditerranée. En termes de concentration d'immeubles, au kilomètre carré, vraiment, Benidorm fait moins bien que Manhattan. Mais il n'y a que Manhattan qui est encore plus concentré en termes d'immeubles. Voilà, c'est un modèle qu'on appelle Sol y Playa, donc soleil et plage, qui va essaimer dans tout le pays et ramener des devises à cette Espagne franquiste qui était à l'époque assez pauvre et isolée du monde. Sauf que cette Espagne franquiste, vous le savez peut-être, elle est aussi très conservatrice, très corsetée, très catholique. Et le maire de Benidorm, il va raconter plein de fois sa légende, il va dire que l'archevêque de Valence, à l'époque, réclamait son excommunication parce qu'il ramenait plein de femmes en bikini sur sa plage, et lui aurait été supplié Franco de laisser les touristes se mettre en bikini en bas des immeubles. Comme ça, dans les années 60, la ville devient même un des refuges de la communauté homosexuelle qui va y ouvrir ses premiers bars. Vous avez compris, Benidorm, en fait, s'est construite sur une idée de liberté des mœurs. Aujourd'hui, elle veut complètement changer de visage. Elle vend ces immenses gratte-ciels qui ont été très critiqués comme le futur de la ville écolo et durable, parce qu'il n'y a pas d'étalement urbain, c'est ce qu'on nous explique. On tient sur 7 km à la verticale et on a un humour propre. Propre, c'est le mot, Marie. Merci, mes amis. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss, bis morgen.